Merci à toute l'équipe des organisateurs et à l'École française d'Athènes pour me donner l'occasion d'aborder la question des territoires au prisme de l'agentivité, quelque chose que je n'avais pas encore fait et qui me semble tout à fait intéressant. Alors, je m'aperçois que sur le titre de ma présentation, je n'ai pas noté que j'allais parler de la Carie, et peut-être que ceux qui connaissent la région auront reconnu Héraclée du Latmos, et donc je vais aborder cette question de la territorialisation dans cette partie de l'Asie mineure, la Carie. Alors, il me semble que les aménagements urbains et que les aménagements du territoire peuvent être des éléments de définition du territoire selon un processus de territorialisation tel qu'il est défini par les géographes, dont je me suis inspirée dans cette petite séquence de recherche. Donc la territorialisation, c'est le processus par lequel on s'approprie un espace qui devient un territoire. Et ce processus fait émerger le territoire, il le fait exister ou il le fait se maintenir. Ma réflexion sur les territoires en Carie fera aussi écho à la question de l'identité. Et pour les géographes en particulier, l'identité, elle peut être liée à un territoire et elle permet de renforcer l'appartenance à un territoire. Donc j'ai choisi de faire porter ma réflexion sur la Carie entre le 4e et le 1er siècle avant notre ère. C'est une période qui va de la domination hécatomnide au premier temps de l'époque impériale. Et on peut y voir des phénomènes particulièrement intéressants au travers de l'épigraphie et de l'archéologie principalement. Alors je me demanderai comment les différentes catégories d'acteurs s'approprient leur territoire en Carie et comment les aménagements qu'ils réalisent contribuent au processus de territorialisation qui sont assez divers dans cette région. Je vais commencer par aborder la question des territoires de l'agentivité en Carie. Ça nous permettra de voir qu'il y a un véritable emboîtement des territoires avec une agentivité qui s'exerce à différentes échelles. La plus couramment évoquée, c'est celle qui va s'évoquer dans la ville, dans l'Asti, qui est l'échelle la plus commode pour percevoir les aménagements et pour avoir une idée des motivations qui président à ces aménagements. Tous les types d'aménagements peuvent être pris en compte, mais ce sera dans mon intervention plus particulièrement les édifices publics, les sanctuaires et les infrastructures urbaines qui seront prises en compte. Par exemple, j'évoquerai la question des fortifications. La plupart des sites cariens, qu'il s'agisse de cités ou de villes qui n'ont pas le statut de cité, sont fortifiés. Il y a quelques sites qui ne sont pas fortifiés, c'est une exception, et ce serait intéressant de pouvoir y réfléchir plus longuement, mais ici, ce n'est pas la question qui m'occupera. À l'échelle infra-urbaine, celle du quartier, il y a aussi des actions de la cité qui se déploient. Nous verrons qu'elle se déploie surtout à l'intérieur de ce qu'on appellera le centre urbain. Dans les territoires, dans la Cora, il y a un certain nombre d'aménagements qui sont connus, mais toutefois bien moins que ceux de la ville, probablement en partie pour une question de source. Il y a des aménagements de type infrastructure, comme ce réseau de routes qui est plutôt bien connu dans le Latmos, les voisins de Milet qui ont été évoqués tout à l'heure. Ce réseau est bien connu d'un point de vue topographique, mais par contre, il est assez mal daté. Donc, c'est un obstacle à la connaissance des aménagements de la Cora, qui fera que je les aborderai un petit peu moins. Il y a aussi des aménagements à une autre échelle, celle de structures qui sont caractéristiques de la Carie, c'est celle des sanctuaires ou des koinon qu'on trouve particulièrement en Carie. Pour le cas des sanctuaires de Carie, je pense à un certain nombre de sanctuaires très connus et plus ou moins puissants, la Branda, Amizon, Sinouri, dont je parlerai tout à l'heure. Donc selon la tradition carienne et même anatolienne, ce sont des sanctuaires qui ne sont pas totalement dépendants d'une cité, mais qui jouissent d'une certaine forme d'autonomie. Et dans ces sanctuaires, on verra que l'identité carienne se déploie plus particulièrement. Toujours en Carie, il y a donc le koinon qui était une organisation assez spécifique à la région et on verra que c'est une échelle très intéressante pour voir comment se déploie le pouvoir dans un koinon, que ce soit le pouvoir du koinon lui-même ou éventuellement un pouvoir extérieur. On a plusieurs aménagements qui sont connus par l'épigraphie principalement.
Je parlerai tout à l'heure de l'aménagement qui est réalisé par un koinon dans la baie d'Akbuk. On est ici au sud de la Carie, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. On est donc au sud de la Carie. Et il y a aussi des aménagements de type religieux, comme dans un sanctuaire de la Chersonèse de Carie, Castabos, ici en haut de l'image, en haut de la carte, hein, où on a un koinon qui est actif dans son territoire. Les espaces de domination sont aussi des lieux où vont pouvoir se déployer les actions liées à la territorialisation, comme ceux de la pérée rhodienne qui est ici sur votre carte à l'écran. Alors il y a plusieurs degrés d'intégration des territoires soumis à Rhodes. Je parlerai ici d'un exemple, l'exemple de Lorima, qui est au sud de la Chersonèse de Carie, tout proche de Rhodes finalement, qui est sous domination rhodienne et qui est dans la pérée intégrée à partir du milieu ou de la fin du IVe siècle. Et c'est un point stratégique pour la défense de Rhodes. Alors, dans cet espace, à côté de la ville elle-même, il y a plus au sud une forteresse qui est construite par Rhodes. Donc ça c'est la ville, et donc plus au sud la forteresse rhodienne, qui est destinée à protéger les aménagements destinés à abriter la flotte rhodienne, hein, ces Neoria qui ont été retrouvés par des recherches récentes. Alors il y a donc une installation de type militaire, et à côté la territorialisation se fait aussi par un processus d'installation de sanctuaires par les soldats rhodiens dans la forteresse. Les espaces de la domination peuvent être plus larges, ça peut être ceux du royaume ou de la satrapie. Alors pour ce qui est de la domination royale, souvent elle est bien plus large que celle de la région, de la Carie, donc elle n'est pas forcément l'échelle très pertinente pour réfléchir à la territorialisation, puisqu'il faudrait recontextualiser tout cela par rapport au royaume. Par contre, la satrapie ou des espaces dominés par des dynastes me semble l'échelle plus pertinente, puisqu'on connaît mieux les actions des Hécatomnides, par exemple, ou d'un certain nombre de dynastes, mais dans le cas des dynastes, la domination est assez courte, alors c'est plus complexe pour attribuer des constructions ou des aménagements à des dynastes. Donc, on va garder à l'esprit cette question des échelles pour poursuivre notre réflexion sur les acteurs et leur territorialité. Donc, ce sera mon deuxième point. J'aborderai la question des acteurs collectifs, c'est-à-dire la communauté, mais aussi des individus. Dans le cadre des communautés, nous pensons bien sûr aux cités. Alors les constructions d'édifices publics, elles vont pouvoir avoir lieu dans les centres urbains en priorité. J'ai pris ici l'exemple d'Halicarnasse, mais j'aurais pu prendre l'exemple de beaucoup d'autres villes cariennes, que ce soit donc par des édifices publics, des espaces publics, des sanctuaires ou des lieux, des infrastructures. Dans les territoires, je le disais, hein, moins d'actions sont répertoriées. À côté des cités, donc des poleis, d'autres acteurs collectifs, dirons-nous, ce sont les dèmes qui sont compris dans la pérée rhodienne. Alors, ces dèmes jouissent d'une certaine autonomie, mais très relative, et les témoignages épigraphiques concernant les aménagements réalisés par ces dèmes portent uniquement sur des sanctuaires. Alors, est-ce le hasard des sources ou est-ce une réalité montrant qu'ils ne conservent leur capacité d'action qu'en matière d'aménagement religieux? Hein, peut-être que cela indiquerait que ces dèmes ne sont pleinement maîtres de leur territoire que pour ce qui relève du religieux, Rhodes se réservant la main, on va dire, sur tout ce qui est politique et militaire. Ce sont 3 dèmes de la pérée intégrée qui ont livré des témoignages. Cyrna au nord, Tissanonte plus au sud et Phoenix plus au sud également, qui ont érigé des sanctuaires par décret, éventuellement par souscription publique. Mais on est ici seulement dans le domaine de la religion. Toujours dans cet espace d'influence rhodienne, nous repartirons plus au nord pour aller dans cette région sous influence rhodienne qui a dû être intégrée à une certaine période à la pérée sujette, mais les datations ne sont pas établies très précisément. On voit que ces espaces, ces koinons, puisque ce sont des koinons ici, ont davantage de marge d'autonomie, puisqu'on a des aménagements qui portent sur différents types d'espaces et on a différents types d'aménagements. Donc la territorialisation ici semble plus libre et aussi plus active.
Je prendrai l'exemple d'une souscription qui regroupe les Pisietai et les Pladaseis unis aux Pisietai qui décident de construire des Neoria. Nous sommes au IIIe siècle sur cette côte carienne. Alors c'est une souscription publique qui a permis aux contributeurs de verser environ 2 talents. C'est une somme assez importante, sans doute pour une petite structure comme ce koinon. Mais les Neoria ont dû être de dimension assez modeste. La souscription, comme les Neoria eux-mêmes, sont une manifestation et une expression de la cohésion du koinon, et ils permettent aussi de la renforcer, puisque en regroupant une soixantaine de contributeurs et en étant capable de voter un décret, ce koinon témoigne d'une réelle capacité d'action sur son territoire. Il y a probablement aussi en arrière-plan une domination rhodienne ou d'un pouvoir royal qui trouve son intérêt dans la construction de Neoria qu'elle pourra utiliser si besoin. Et ce qui est très probable, c'est que quand la domination rhodienne est affirmée plus tard au IIe siècle, les Neoria ont certainement dû être utilisés par elle, tout comme ceux de l'Orima. J'en viens maintenant aux interventions d'individus, ce que j'appellerais des hommes en vue dans les cités, que ce soit des magistrats zélés ou des magistrats évergètes. On a des actions qui se déploient dans l'espace sur lequel ils exercent leur autorité. Donc la territorialité de ces personnages est indissociable de leur fonction et elle est limitée à leurs attributions. Donc elle est définie par les institutions civiques. C'est en tout cas certain pour le cas de ce que je pourrais appeler les petits évergètes de la première moitié de l'époque hellénistique, avec donc c'est par exemple le cas ici à Iassos, où nous avons des chorèges qui contribuent à la restauration du théâtre. En revanche, avec l'apparition des grands évergètes à partir de la deuxième partie de l'époque hellénistique et à l'époque augustéenne, cette fois-ci, on a des évergètes qui agissent en dehors de leur capacité d'action qui serait définie par une magistrature. Alors qu'ils aient agi pour le compte de la cité ou de leur propre initiative, ils ont en tout cas en commun le souhait de se distinguer par leurs dons, par leurs bienfaits, mais aussi par leurs dédicaces, comme ici à Stratonicé de Carie dans le théâtre. Dans ce cas, dans le cas d'une dédicace, le texte est associé au lieu concerné, ce qui renforce la territorialisation. L'action et l'acteur sont associés dans le lieu même du bienfait. En cas de décret honorifique, le texte, le plus souvent, n'est pas apposé sur le bâtiment concerné, mais plutôt dans un lieu d'affichage. Dans ce cas, la territorialisation, elle prend aussi en compte l'action de la cité, puisque c'est la cité qui décide du lieu où sera affiché le décret. Et dans certains cas, ça peut être un moyen pour la cité de revendiquer un contrôle. Par exemple, c'est ce qu'on observe à Stratonicé de Carie, qui contrôle parmi les sanctuaires de son territoire le sanctuaire de la Guina, et par moment, il y a une concurrence avec d'autres établissements de la région pour le contrôle de la Guina. Et bien pour Stratonicé, afficher les décrets dans ce sanctuaire, c'est pour elle un moyen d'affirmer aussi une territorialité dans ce sanctuaire. Je ne reviens pas en détail sur ces évergètes qui agissent en lien direct avec leurs fonctions, et j'en viendrai maintenant à l'agentivité exercée par un pouvoir dominant, et je m'appuierai dans le cas des pouvoirs dominants sur les modèles proposés par Alfred Gell dans sa théorie anthropologique de l'art, qui permet de bien retracer les différentes relations entre les différents agents, l'édifice ou l'aménagement constituant un média ou un indice de l'agentivité d'un pouvoir dominant. Alors, cette agentivité, elle peut s'exercer à différents niveaux. Je m'aperçois que j'ai oublié une diapo, mais c'est pas grave. Par exemple, à Te Anguela, il y a une palestre qui est dédicacée par la cité, qui porte une dédicace de la cité et qui est consacrée à un souverain. Alors ici, on voit qu'à l'origine de l'action, il y a l'influence de ce souverain qui est anonyme, mais ceux qui vont vraiment mettre en œuvre la décision, ce sera véritablement les habitants de Te Anguela.
Alors, je m'aperçois que j'ai dû mélanger mes diapos. Voilà. Donc, j'en viens à ma dernière partie, hein, les aménagements qui sont réalisés à des moments clés et qui permettent de mettre en avant la territorialisation des différents acteurs à différentes échelles. Ces moments clés, ils permettent donc de mieux percevoir cette volonté de s'ancrer dans le territoire et ils permettent aussi de voir de nouveaux rapports entre le pouvoir et le territoire qui vont se développer dans ces moments clés. Alors l'un de ces moments clés, c'est la prise de possession par un pouvoir dominant d'une cité, par exemple. Ici, le cas d'Héraclée du Latmos. Et cette prise de possession, elle va se traduire dans les fondations hellénistiques par la construction d'une enceinte urbaine. Alors cette enceinte urbaine, à Héraclée du Latmos, elle a probablement été érigée au moment de la fondation d'Héraclée elle-même. Par l'érection de cette fortification, alors attribuée à Sandros ou à Pleistarchos, en tout cas construite dans les années 320-290, elle va exprimer la domination du fondateur dans un premier temps, mais par la suite, elle va aussi pouvoir être un support de l'identité de la population qui va pouvoir s'approprier l'enceinte, notamment par l'organisation de la défense civique et par l'entretien du rempart. Donc elle va devenir un élément de l'identité des Héracléotes. On voit donc que l'agentivité peut ici être multiple au cours de l'histoire d'un aménagement et que l'édifice peut changer de sens aux yeux de la population. Alors il est difficile d'attribuer au souverain précisément la construction d'un édifice et cette territorialisation, elle va pouvoir s'exprimer aussi, pas seulement quand des souverains sont en jeu, mais aussi quand ce sont des cités qui sont concernées. Je reviens maintenant sur un exemple qui a été développé un peu dans une autre perspective, c'est l'exemple de la sympolitie entre Milet et Pydassa, qu'on a pu découvrir tout à l'heure. Alors je ne vais pas revenir en détail sur cette union de cités, je vais m'intéresser plus précisément aux aménagements qui sont réalisés à cette occasion-là. Alors, je ne reviens pas sur la route, puisque effectivement, cette construction de route va avoir pour but de favoriser les échanges entre Milet et Pydassa et d'ouvrir aussi Pydassa sur l'extérieur tout en favorisant le contrôle du territoire. Je m'intéresserai plus longuement à la restauration des remparts. Ces remparts de Pydassa sont restaurés aux frais des Milésiens et la restauration est supervisée par un fourarque qui vient de Milet, qui ne vient pas de Pydassa. Donc ici, les préoccupations des Milésiens et des Pydasséens sont communes, hein, c'est assurer la défense de Pydassa, assurer la défense de cette partie du territoire. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'idée c'est de certainement se protéger face à l'ennemi du moment de Pydassa, la voisine Héraclée du Latmos. Alors, la route et la restauration des remparts constituent la partie matérielle de la territorialisation qui est opérée par la cité de Milet dans l'espace d'un territoire qui jusqu'ici était exclusivement pydasséen. C'est une expression aussi de la suprématie de Milet, même si l'initiative, je le rappelle, était venue de Pydassa. Cette suprématie, elle est politique, financière, elle est aussi technique, puisque Milet est capable donc, de construire une route dans un terrain qu'on imagine accidenté, et c'est aussi l'expression de la suprématie militaire de Milet. Il y a aussi une installation de Pydasséens dans la ville de Milet, et le processus de territorialisation, il se fait aussi, du point de vue des Pydasséens, dans Milet. Le traité prévoit en effet qu'on accorde aux Pydasséens des logements, on nous dit jusqu'au nombre de 390 lits, qui sont donc destinés à abriter des Pydasséens qui quitteraient leur cité pour venir s'installer à Milet. Alors ce n'est pas nouveau, cette territorialisation elle est déjà entamée puisqu'on connaît des Pydasséens qui vivent déjà à Milet au moment du traité. Et il ne faut pas imaginer que la cité de Pydassa va être totalement dépeuplée, mais toutefois, on a bien une territorialisation qui va s'effectuer aussi sur la ville de Milet elle-même, et on a finalement un intérêt conjoint des deux acteurs,
Millet et Pidassa qui se rejoignent dans cette symbolique qui a pu être durable, contrairement à d'autres associations de cités qui, lorsqu'elles n'étaient pas consenties par les deux parties, eh bien, pouvaient se transformer en échec. Alors j'en viens à un autre moment clé de la territorialisation en Carie, c'est l'arrivée de Rome, qui va se déployer donc à partir des années 180 pour la période qui m'intéresse jusqu'à l'époque augustéenne. Et alors l'agentivité romaine va s'exprimer à différents moments qui correspondent à autant d'étapes de l'établissement de la domination romaine. Alors, tout d'abord, l'action romaine est indirecte en ce qui concerne les aménagements et les constructions. Cette action, elle se manifeste au moment de l'instauration d'un culte de Rome et la construction d'un sanctuaire qui n'est pas une initiative de Rome, mais qui est une initiative des cités. C'est là le début de la territorialisation de Rome en Asie mineure, et on a les premiers indices d'une expansion romaine, les premiers indices matériels. D'autres indices sont bien connus par ailleurs, mais du point de vue des constructions, ce sont les sanctuaires qui sont les premiers indices de la présence romaine en Asie mineure. Ces sanctuaires vont servir ensuite aux cités à revendiquer des choses auprès de Rome. Donc sur ce petit schéma, j'ai montré en m'inspirant des travaux de Gell que par son influence, Rome a conduit la cité à construire un sanctuaire, généralement en remerciement après des bienfaits ou alors en attente de bienfaits de la part de Rome. Et ce sanctuaire va avoir une influence sur la population locale qui va donc désormais avoir la présence romaine au sein de son espace urbain. Et comme on le voit sur cet extrait qui vient de Tite-Live, eh bien, les Alabandiens, puisque c'est l'exemple que j'ai choisi ici, vont se servir de cette construction d'un sanctuaire pour faire valoir leur amitié ancienne auprès des Romains. Et donc cette fois-ci, l'agentivité se renverse en quelque sorte, puisqu'on part de la population locale de la cité, qui va utiliser le sanctuaire pour transmettre un message à Rome. Et le même phénomène se retrouve dans d'autres cités d'Asie mineure à la même époque. Alors, l'action romaine, elle va aussi être indirecte dans les premiers temps grâce aux remises de dettes qui vont se faire dans le courant du 1er siècle avant notre ère, après les guerres civiles par les triumvirs, et qui vont permettre aux cités de retrouver une capacité financière qui va leur donner la possibilité de réaliser des aménagements urbains nouveaux, alors que dans les cités d'Asie mineure, globalement, dans la première moitié du 1er siècle, on a un ralentissement de l'activité de construction. Dans certaines cités, cela va se traduire par une explosion véritablement de monuments publics. C'est le cas à Nisa, en Carie, où on n'a quasiment pas de traces d'aménagement urbain antérieur à l'époque augustéenne. Mais à l'époque augustéenne, on a un véritable florissement de nombreux édifices publics qui sont bien connus par ailleurs par Strabon, qui les décrit dans sa géographie. Le même phénomène se trouve aussi à Aphrodisias, mais Aphrodisias a des relations très particulières avec Auguste. Et à Aphrodisias, l'action de Rome va se faire aussi par l'intermédiaire d'Évergète. C'est le cas de Zoilos, qui est un affranchi très proche d'Auguste, qui va avoir une action très importante dans l'embellissement du centre urbain d'Aphrodisias, notamment en construisant le théâtre. Et là, c'est une action, on va dire, indirecte de Rome, puisque c'est par sa position auprès d'Auguste que Zoilos a pu devenir un riche évergète et a pu financer le théâtre de sa cité. Enfin, le troisième temps de cette agentivité romaine est un peu contemporain du précédent, c'est l'action directe de l'empereur. L'action directe de l'empereur est assez rare, et même très rare du point de vue des aménagements urbains. À Tralles, par exemple, dans cette ville qui est très mal connue par l'archéologie, mais tout de même mieux par les sources écrites, on sait que Auguste a financé la reconstruction de la ville suite à un séisme. Il a notamment financé le gymnase de la ville, et c'est un des rares exemples de l'action de l'empereur qui semble préférer habituellement intervenir
de manière indirecte dans les espaces urbains. Et c'est d'ailleurs une caractéristique qui était déjà typique des rois à l'époque hellénistique. Alors, du point de vue des acteurs et du pouvoir, j'ai bien mélangé mes pages. Je m'y retrouve, voilà. Donc, autre moment clé de la territorialisation, c'est au moment où il va y avoir un changement de site et une fondation. Et ces changements de site et ces fondations vont pouvoir être vécus du point de vue des pouvoirs dominants comme un moyen d'imposer un pouvoir et d'exprimer une domination, alors que pour les populations locales, ça peut être vu comme une contrainte. Dans le cas de Stratonicée de Carie, voilà, j'en reviens à ma diapo sur Stratonicée, qui est fondée par des Séleucides, l'aménagement urbain qui est lié à la fondation a dû comprendre l'enceinte urbaine et aussi certains éléments de la trame urbaine et probablement des édifices publics, même si dans un premier temps, les constructions n'ont pas pu se faire de manière certainement complète. Hein. Il faut du temps pour qu'une ville puisse se construire. Alors, à Stratonicée de Carie, la construction de l'enceinte, l'aménagement de la trame urbaine a dû contribuer à faire accepter la domination royale, car elle matérialise à la fois la puissance royale, mais aussi la bienveillance du souverain à l'égard de la population, dont le cadre de vie est déterminé par les choix royaux. Alors, à Stratonicée, donc, la population locale, qui est composée à la fois d'éléments macédoniens et à la fois d'éléments de la région, a dû découvrir un nouveau cadre de vie. Et cette vie dans la ville s'organise à la fois en fonction de la trame urbaine, mais aussi en fonction de la défense, et les différents quartiers s'identifient clairement à des éléments de la fortification. Donc, il y a une appropriation qui va se faire dans ces villes nouvelles en fonction du cadre urbain défini par le souverain. Quand il y a changement de site, il n'est pas toujours souhaité par les habitants. C'est le cas à Héraclée du Latmos, qui est donc le nouveau site de la ville de Latmos. Et dans ce cas, eh bien, des liens ont été conservés entre la ville, entre la population plutôt, et son ancienne ville. Alors, on va avoir des manifestations qui sont difficilement perceptibles, mais à Latmos, c'est le terrain rocheux qui permet de percevoir certaines traces de liens qui perdurent entre l'ancien site et la nouvelle ville. Ainsi, donc, sur ce relevé d'une maison de Latmos, on observe à gauche et à droite de la maison donc, des inhumations. Hein, principalement, à l'ouest, nous avons un ensemble d'inhumations qui sont postérieures à l'abandon de la ville et qui sont des inhumations rupestres. Elles ne sont pas réalisées dans la nécropole, elles sont réalisées dans la ville. Et donc, en témoignant de sa piété à l'égard de ses défunts, la famille, puisque c'est probablement une seule famille qui a construit ces tombes, exprime aussi son attachement à l'Atmos. Et c'est aussi une forme de refus du déplacement de la ville. C'est peut-être aussi une expression d'un statut particulier de cette famille qui est capable de mobiliser des ressources pour construire des tombes à cet endroit-là. Et en témoignant de son attachement territorial à l'Atmos, on a des tombes rupestres qui rendent aussi visible une forme de résistance à la domination royale. Alors dans d'autres cas, la domination royale sera mieux acceptée lorsqu'elle va passer par des actions de relèvement de cités après des catastrophes, comme par exemple à Iassos, où on connaît l'action d'Antiochos III, suite au séisme qui touche la ville en 199-198. Antiochos III a en effet contribué, d'après ce que nous dit une inscription, à l'épanorthosis, au relèvement de la ville. Et son action n'est pas isolée, puisqu'elle se fait conjointement avec la cité, avec les magistrats, et avec des évergètes iasiens. J'ai évoqué tout à l'heure aussi l'action d'Auguste Atrale racontée par Strabon, et en faisant ainsi, les souverains ou les empereurs
expriment leur bienveillance et leur munificence et donc contribuent à faire accepter leur domination aux populations locales. Alors, pour finir, quelques perspectives, quelques pistes de réflexion qui sont nées de mon examen de la territorialisation en Carie entre le 4e et le 1er siècle. Il me semble que l'emboîtement des territoires permet de voir à quel niveau se développe l'agentivité. On a tout d'abord le territoire des magistrats et des évergètes qui agissent le plus souvent dans l'espace qui relève de leurs attributions. Puis, au niveau au-dessus, pourrait-on dire le territoire des cités, qui semble plus actif dans leur centre urbain que dans leur cora. Dans le cas des cités qui exercent une domination sur d'autres, là, en revanche, on a bien des interventions sur l'ensemble du territoire, y compris sur un territoire qui n'est pas le leur à l'origine, on va dire. Et parallèlement, on a des communautés dépendantes qui ne semblent pas avoir de capacité d'action autrement que dans les espaces religieux. Au-dessus des cités, les satrapes, les dynastes, les rois et le pouvoir romain agissent aussi directement ou indirectement sur le territoire qu'ils dominent. Ainsi, par cette réflexion, on peut mieux voir se développer les rapports entre pouvoir, identité et territoire, et ces aménagements jouent un rôle très important dans la spatialisation du pouvoir qui permet de mieux le faire accepter. Cette agentivité permet aussi de percevoir d'une manière un peu différente la place des monuments dans les rapports de pouvoir et de domination. Et il y a aussi beaucoup de questions qui restent soulevées, comme par exemple celle des contacts culturels au travers des aménagements dans les territoires, puisque la Carie est une région où les traditions achéménides, grecques, macédoniennes, cariennes se mêlent. Et on retrouve là la question de l'identité qui me semble devoir être abordée aussi quand on réfléchit au territoire sous l'angle de l'agentivité. Je vous remercie.